We aren't nice boys. We were fucking nasty little bastards. He had trouble sleeping at night, and when he did, he had horrible dreams. I'm outside of society. I'm an artist. Rock and roll is my art. No drugs at all. I'm high on life. You want people to take drugs themselves? Oh yeah, I want them to take drugs. Why is this? Because it's better than Monopoly. Graines de violence. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Nous sommes en 1999, au milieu du premier septennat de Jacques Chirac qui, malgré l'échec cuisant de la dissolution de son gouvernement 2 ans auparavant, jouit d'une côte d'enfer. Le socialiste Lionel Jospin est Premier ministre et la cohabitation se déroule avec courtoisie. L'année précédente, la France a remporté la Coupe du Monde et le peuple est encore perché dans son trip sous MD, le football en guise de drogue euphorique. On est en pleine liesse black-blanc-beurre et la France se fantasme en exemple de multiculturalisme à faire rougir de honte le reste du monde. C'est, en quelque sorte, la société pour laquelle SOS Racisme militait depuis sa naissance. D'ailleurs, l'association vient de se choisir un nouveau président en la personne de Malek Bouti, un garçon que le Figaro d'aujourd'hui féliciterait probablement pour sa rupture avec les traditions bisounours de ses prédécesseurs. Car pour Bouti, maintenant que la question du racisme est apparemment réglée, il s'agit de conserver cette paix civile. Et pour ce faire, la meilleure des méthodes est encore celle de l'ordre. Le dieu Footix s'est chargé de convertir les bons élèves racisés en honnêtes français. Les derniers récalcitrants sont ceux qui, dans les cités, brûlent des caisses et poireautent dans les cages d'escalier. À cela, Malek Bouti déclare la guerre et fait vite savoir dans les médias qu'il n'est branché ni par la compassion, ni par la sociologie. Comme la majorité de la classe politique, Bouti sent venir la mode du tout sécuritaire et se met au diapason. Les mots qu'il emploie bientôt pour qualifier ceux que son association est supposée défendre semblent tout droit sortis de la bouche d'un Pasqua positif à l'éthylotest. Ces barbares de cité qui terrorisent les quartiers, violent les filles en tournante, cament leurs petits frères jusqu'à l'os, s'équipent en armes de guerre et tiennent chambre de torture dans les caves, il faut leur rentrer dedans, taper fort, les vaincre, reprendre le contrôle des territoires qui leur ont été abandonnés par des élus en mal de tranquillité. Un discours qui, aussi lunaire soit-il de la part d'un antiraciste autoproclamé, ne surprend pas tout le monde pour autant. Dès sa création en 1984, SOS Racisme n'avait pas fait que des convaincus. Peu émus par les bonnes intentions apparentes de l'organisation, ses détracteurs moquaient la légèreté de leurs initiatives, comme si des concerts de variété pouvaient résoudre une problématique dont le caractère systémique n'était même pas effleuré. Une mascarade qui servirait surtout à récolter les voix banlieusardes pour le Parti Socialiste, dont Julien Drey, principal fondateur de l'association, était cadre. Cette critique, un jeune groupe de rap, nommé La Rumeur, la reprend à son compte. Entre 1997 et 1999, la bande a bousculé le milieu underground avec 4 EP mettant en valeur chacun de ses MC. Ils s'appellent Philippe, Mourad, Ekwe et Amé. Dans un milieu qui ne manque pas de têtes brûlées, les mecs parviennent à détonner. Ils ont une haute estime de leur projet musical et c'est pourquoi ils ne laissent personne mettre les mains dans leur tambouille. Ni les majors, et encore moins Skyrock, dont ils claironnent leur détestation à la moindre opportunité. Ils sont exigeants, artistiquement et politiquement. Ils ne réservent pas leur coup au seul Front National, ennemi trop évident qui cache la forêt. L'enfer, il est aussi chez les autres. La Rumeur ne gobe pas plus les couleuvres de la droite dite respectable que celle des socialistes dont l'antiracisme n'est qu'un ver au bout de leur hameçon. Ce terme qu'a employé Malek Bouti pour désigner les réfractaires à la sacro-sainte intégration, Amé va se le réapproprier. Il se revendique des barbares qui font tant peur à Bouti, dans un texte qu'il signe à l'occasion de la sortie du premier album de La Rumeur, en avril 2002, à quelques jours des élections présidentielles. Son titre, Insécurité sous la plume d'un barbare. Il sera imprimé dans le fanzine de La Rumeur et distribué à tous ceux qui achèteront leur premier disque, L'ombre sur la mesure. Mais ce qui aurait pu rester une originalité promotionnelle va prendre une toute autre ampleur. Une trentaine de mots à peine, acérés mais soigneusement sélectionnés, vont faire vriller des tympans dans les plus hautes sphères de l'État. C'est une guerre des nerfs qui va être déclarée aux membres de La Rumeur, un conflit non armé que le groupe aurait pu vite faire cesser en montrant patte blanche. Mais ce n'est pas vraiment le genre de la maison, et quitte à en crever symboliquement, La Rumeur ne va rien concéder à l'agresseur pendant 8 longues années. La prédiction d'Ekwe, le jour où il avait décidé du nom de son crew, allait donc s'avérer vraie. Je sens qu'on va casser les couilles, et je sens qu'on va nous casser les couilles. Considère-moi comme une pompe. Tu as allumé la mèche. Et qui égrène les secondes. Une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une pompe. Tu as allumé la mèche.
et qui égrène les fleurons. C'est la première fois qu'on parle de rap dans Graines de violence, et au risque d'agacer les intégristes du rock'n'roll, c'est toujours un plaisir de sortir un peu de ce carcan. Mais il faut le dire aussi, la rumeur est l'objet d'un phénomène curieux. Pour une raison que je ne saurais expliquer, c'est un groupe de rap qui est particulièrement aimé par les auditeurs de rock. Et je déteste avoir à le reconnaître, parce que j'aime bien me la jouer marginale, mais je corresponds parfaitement à ce cliché. Je me souviens encore du jour où le groupe est entré dans ma vie. C'était en octobre 2004, à la Fnac des Champs-Élysées, où j'ai passé la moitié de mon adolescence à baver devant des CD que je ne pouvais pas m'acheter. L'autre moitié, c'était au Virgin Megastore, juste à côté, et celles et ceux qui ont connu sont autorisés à éponger la larme qui pointe au coin de leur œil. À l'époque, j'écoute aussi du rap, mais en amateur, des trucs de profane quoi. Ça n'a d'ailleurs pas beaucoup bougé depuis. NTM, Saiyan Supakru ou le Ministère Amer quand me prend l'envie d'un frisson de subversion, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Quand je remarque dans un rayon Regain de tension, le deuxième album de La Rumeur en écoute libre, c'est surtout parce que je sais que sous l'impulsion du guitariste Serge Tessoguet, le groupe a fait la première partie de Noir Désir. À l'époque, j'étais encore accro au bordelais, aujourd'hui je suis sobre depuis de longues années, j'ai retrouvé le goût et l'odorat. Toujours est-il que c'est cela qui me convainc d'accorder quelques minutes au disque sur lequel trônent les visages des 4 rappeurs, à moitié baignés dans l'obscurité, dans une composition graphique très connotée années 2000. À quoi m'attendais-je en mettant le casque sur mes oreilles ? À vrai dire, à du rap de bac littéraire. Après tout, c'est la bande de Bertrand Cantat qui avait motivé mon écoute. Alors j'étais probablement venu chercher des jeux de mots involontairement drôles, des postures de poète autoproclamés et de l'engagement à peu de frais. J'avais l'âge où tout cela ne me donnait pas encore envie de me jeter par la fenêtre. Voilà, pour ceux qui aiment séparer l'artiste de l'homme, sachez que je mets l'artiste avec le reste dans la poubelle et pas la jaune. Heureusement, ce n'est pas du tout ce que La Rumeur avait à m'offrir. C'était l'inverse même. Les connaisseurs seront d'accord pour dire que Regain de tension n'est pas leur meilleur disque. N'empêche qu'il m'a immédiatement attrapé. J'étais venu pour zapper les titres et me faire une vague idée, finalement je les dévorais entièrement. La voix d'Ekwe, seule sur le premier titre, me cueille du premier coup, et pourtant il ne fait pas beaucoup d'efforts pour être aimable. Le ton est lourd, les mots sont durs, on n'est pas en terrain hospitalier. Les instrus, sèches et électriques, sont comme des coups de taser dans les oreilles. Mais surtout, il y a cette manière de poser le décor, d'étaler des convictions sulfureuses avec fermeté, sans volonté d'en faire un spectacle. Soudain, les rappeurs dits conscients me semblaient bien légers. Il y a un couplet en particulier que j'allais prendre comme un coup de poing dans l'estomac. Quant à nos chances d'insertion sociale, je préfère encore la franchise du Front National. Une évidence que je pense partager par tous les sauvageons de France prêts à tout saccager. Vivre dans la hantise de se faire dégager. Quand on l'extériorise, je comprends que ça puisse soulager. T'inquiète, on connaît le pédigré des gens qui aiment les immigrés analphabètes avec un fort accent. Comment rester sobre, je suis sombre comme un soir du 17 octobre. Triste événement sanglant, déjà quarantenaire. Gardez vos plaques et vos bougies d'anniversaire. 2 ans auparavant, le FN s'était retrouvé pour la première fois au second tour de la présidentielle. À l'époque, ce n'était pas encore une tradition et on ne plaisantait pas avec ça. J'étais à peine majeur, j'étais naïf et ça ne m'avait jamais percuté que l'épouvantable Le Pen, par ses outrances, dissimulait le racisme larvé dans nos sociétés. Quant au massacre d'une centaine d'Algériens le 17 octobre 1961 par la police française à Paris, autant vous dire qu'on ne me l'avait jamais enseigné à l'école. Cette problématique allait bien au-delà du tableau réducteur que je m'en étais fait, et le discours de La Rumeur était loin de porter sur leur seule génération. Ce n'était pas pour rien qu'ils souhaitaient qu'on qualifie leur musique de rap de fils d'immigrés. C'est avec cette idée en tête qu'Ekwe Labité avait monté le groupe. Il naît en 1975 à Villiers-le-Bel, de parents togolais. Ces derniers avaient quitté le pays en 1960, l'année de son indépendance, qui allait engendrer une succession de violents coups d'État et un régime dictatorial. À la maison, les conversations sont politiques. On parle de la colonisation et de son piteux héritage. L'oncle d'Ekwe, côté paternel, était activiste et fervent adversaire de la dynastie Gnassingbé, qui tient le Togo depuis plus de 50 ans. En 2009, il paiera de sa vie son engagement, poignardé sur une plage de Lomé, la capitale. Pendant toute son adolescence, Ekwe découvre ce qu'est la France-Afrique et apprend à la détester. Cela deviendra son thème de prédilection. Il fait parler de lui dès le milieu des années 90, en apparaissant sur 2 titres du 2e album d'Assassin, L'homicide volontaire. Sur L'Odyssée suit son cours en particulier, Ekwe fait forte impression au leader du groupe, qui décide de le prendre sous son aile. Mais Mathias Cassel, alias Rockin' Squat, fils de Jean-Pierre et frère de vous savez qui, va prendre un bon gros râteau, car Ekwe n'est pas un suiveur, il a l'esprit d'entreprise et un souci de crédibilité. Ce serait trop con de tout gâcher en s'acoquinant avec un symbole de népotisme français. À Elancourt, dans les Yvelines, Ekwe se crée une nouvelle famille.
Les aînés sont aux platines, Soul G et Cool M. Le premier est d'origine marocaine et polonaise, le second d'origine malgache. Puis il y a les deux frangins adoptés, Philippe, dit le bavard, guadeloupéen qui partage avec Ekoué un goût pour les barreaux de chaise, et Mourad, dit le paria, fils d'immigrés algériens plus discrets. La bande se nomme alors Ultime Coalition, elle ne deviendra La Rumeur qu'avec l'arrivée du dernier, tout droit débarqué de Perpignan, Amé. Ils jouissent dès le départ d'une certaine notoriété grâce à Ekoué, qui se retrouve à envoyer paître l'un après l'autre les patrons de labels qui viennent le démarcher. Soit la proposition pue l'arnaque à plein nez, soit c'est le ton employé qui lui déplaît. C'est marrant comme ces pontes de l'industrie ont le tutoiement facile quand il s'agit de s'adresser à un rappeur ou à un stagiaire. La Rumeur ne conçoit pas le show business autrement que sous ses propres conditions. Si la tradition des maisons de disques est de promouvoir les futurs albums avec des singles tape à l'œil, alors La Rumeur fera l'inverse. C'est ainsi que sortiront 4 premiers maxi légendaires, distribués presque clandestinement par les musiciens eux-mêmes aux disquaires. Le Poison d'Avril d'abord. Bref, l'objectif premier de La Rumeur est de circuler. Personne n'est moins sourd que celui qui veut l'écouter. Le Franc-Tireur ensuite. Plus que ça à faire, je n'ai plus que ça à faire. Extirper des lettres embrasées de mes viscères. Plus que ça à faire, je n'ai plus que ça à faire. Puis l'entrevolet. Bosse dur, je rature du papier. Si je frôle la censure, c'est pour mieux être écouté. Tu le sais, les écrits restent, les mots s'envolent, je le sais. J'en fais un test et fous du lest dans mes paroles. Et enfin, le Bavard et le Paria. Pas de flocons de neige, du goudron trop dur. La froideur accablante d'un hiver en villégiature. En ville on fait des bonhommes de terre qui ne tiennent pas. Y'a pas de ski de bâton, pas de vacances pour toi et moi. Sur chaque pochette, les rappeurs cachent leur gueule pour mieux coller au concept. Une rumeur, ça enfle et ça inquiète sans qu'on ne sache vraiment d'où elle s'est échappée. Bien sûr, aucun extrait ne passera en radio, mais le culte est immédiat. Les puristes, Dieu sait qu'il y en a dans le rap, vous diront que La Rumeur n'a jamais fait mieux depuis, et c'est vrai que les arguments ne manquent pas. Les instrumentaux mêlent sonorité orientale, scratch vintage, beat qui claque et qui bouscule la noirceur des thèmes. L'écriture est sophistiquée, mais s'autorise aussi quelques grossièretés marquantes entre deux allégories. Surtout, chaque titre est un hymne à la puissance politique dévastatrice. Avec pour point d'orgue, Blessé dans mon ego, une tuerie signée Ekoué, récit du malaise identitaire d'un homme noir avec un pied de chaque côté de la Méditerranée, discriminé du côté français et moqué en Afrique pour sa culture occidentalisée. Conscient que le phénomène est inverse. Que là-bas c'est pas les ressortissants français qui manifestent de chez moi tout de même. Avec l'adjectif franco, un putain de terme en trop qui me blesse droit dans mon ego. Un putain de terme en trop qui me blesse droit dans mon ego. L'expatrié du coin te parle. Et quoi de neuf cousin? À l'heure où trop de putes jouent la carte de l'assimilation. Si ou là le même schéma, le même statu quo. Perdu le cul entre deux chaises seul face à mon ego. Sans la moindre promotion, ces disques vont se propager par dizaines de milliers, par la seule force du bouche à oreille, à l'image du nom de la bande. Tel est le projet de La Rumeur, répandre une parole radicale hors de tout canot traditionnel, se développer dans l'ombre et indépendamment des porte-cravates qui ne s'intéressent au rap que pour l'exploiter. La forme se doit d'être aussi politique que le fond. La Rumeur ne dénonce pas les conséquences permanentes de 400 ans d'esclavage dans leurs morceaux pour derrière faire allégeance aux requins blancs comme des culs de Skyrock. Il y a de la fierté dans la démarche, elle est revendiquée. C'est l'essence même de l'éco-trip, si chère au folklore et qui énerve tant les allergiques au genre. Les rappeurs brandissent leur amour-propre au nez du colon qui a tenté de le leur arracher. Alors je vous en prie, assez joué. Vous n'en avez pas assez de vos épopées crapuleuses? À la veille de la sortie de leur premier album, La Rumeur est une sensation underground attendue au tournant. Ils ont fini par concéder une signature avec le label EMI qui n'empiétrera jamais sur leurs décisions artistiques. L'association sera de toute façon temporaire, La Rumeur ayant toujours eu pour objectif l'autosuffisance. C'est donc en 2002, dans un contexte de campagne présidentielle polluée par l'éternel sujet de la sécurité forcément couplé à celui de l'immigration, que sort L'Ombre sur la mesure, accompagné d'un petit fascicule au contenu explosif. Le disque dégage une ambiance blafarde où ne jurerait pas la trompette d'un Miles Davis en mode ascenseur pour l'échafaud. Une écriture narrative blindée d'argot vient merveilleusement coller à ce polar musical. À la terrasse de chez Edgar, c'est amusant de voir comment les cols blancs baissent du regard. Albert, dépêche-toi, comme d'hab. Serre-moi 2 verres de la pisse d'âne que tu sers à tous ces crevards qui sont à ton rap. Tout de suite, chef. Les rappeurs ont fait du 18e arrondissement leur fief, et dans une ambiance très parisienne, L'Ombre sur la mesure distribue des baffes qui font siffler un paquet d'oreilles. Celle du maire d'Elancourt dans A2 milieu de la mer, celle des colons dans 365 cicatrices, celle des nostalgiques de l'Algérie française dans Premier matin de novembre, celle des flics dans Je connais tes cauchemars. D'ailleurs, les flics, ils sont de plus en plus nombreux à venir au concert. Certes, ils ne dansent pas beaucoup, mais ils écoutent attentivement.
Certains sont partageurs et amènent leur talkie-walkie rien que pour faire profiter les collègues à l'extérieur. Et puis c'est l'occasion de faire connaissance avec le public, de gratter quelques pièces d'identité. Pour tout dire, ça commence à sentir mauvais. Les gars de la rumeur devinent que les emmerdes ne vont pas tarder, qu'on va tenter de leur faire payer leurs mots. Mais ce qu'ils n'imaginent pas, c'est que l'attaque va arriver de tout en haut. Au mois de mai, Ekwe et Amé sont convoqués au commissariat du 13e. 2 plaintes y ont été déposées à la même date, mais par 2 plaignants différents, coïncidence curieuse. Ce ne sont ni les paroles de leurs morceaux, ni des propos sur scène qui sont visés, mais bien le journal qui était offert avec l'ombre sur la mesure. 2 textes sont incriminés. Le premier, écrit par Ekwe, se nomme « Ne sortez plus sans votre gilet pare-balles ». C'est une charge musclée, très caractéristique de son auteur, contre une station de radio autoproclamée première sur le rap. Pour Ekwe, Skyrock tient le rap en muselière, c'est l'arnaque du rêve américain appliquée aux banlieusards français. Retourneur de veste, prostitué du rap business, directeur des programmes cocaïnés, un conseil, ne sortez plus sans votre gilet pare-balles. Le pamphlet, volontairement outrancier, vexe le directeur Pierre Bélanger, qui n'a visiblement jamais écouté la musique qu'il est censé promouvoir. Il poursuit Ekwe pour appel au meurtre, rien que ça. Il se trouve que quelques jours auparavant, un vigile de Skyrock a été la cible de coups de feu. Il avait refusé l'entrée à un type qui insistait pour rencontrer D-Fool, malheureusement l'excité était armé. Il n'en résulta qu'une blessure superficielle, et l'agresseur fut vite maîtrisé et envoyé en hôpital psychiatrique. C'était parfaitement anecdotique, mais Bélanger fait le lien avec l'article d'Ekwe. Lors de l'interrogatoire, le rappeur répond, penaud, à un officier visiblement consterné. L'accusation est bidon, ils sont tous les deux en train de perdre leur temps. La plainte sera vite enterrée, et n'aura pour effet que d'amuser le concerné, qui ne se gênera pas pour réitérer ses provocations en chanson. Nous sommes les premiers sur le rap, fils de pute. Cette poignée non alignée qui commencera par buter. Rappeurs, DJ, producteurs zélés, regardent en ciel s'assembler au-dessus de leur tête de traite. Mais c'est le 2e article, Insécurité sous la plume d'un barbare, qui va vraiment mettre le feu aux poudres. Amé y fait un état des lieux lucide sur la réalité des banlieues et de leurs habitants, abandonnés par la politique, puis désignés comme ennemis publics. Et au milieu de cette diatribe remarquable, qui aurait aussi bien pu être écrite hier, on peut lire ces quelques mots. Les rapports du ministère de l'Intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police, sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété. Cette phrase, elle va ulcérer des sommités, qui vont mettre tant d'efforts à la faire disparaître qu'elle va trouver sa place dans l'histoire, et pas que celle du rap français. Des sommités qui, par ailleurs, resteront toujours anonymes, car systématiquement représentées par des avocats. On ne verra jamais leur gueule, un peu comme les malfrats qui assiègent le commissariat dans Assaut de John Carpenter. Il y a pourtant bien un nom, signé en bas de la plainte pour diffamation qu'Amé va recevoir chez lui. Celle du nouveau ministre de l'Intérieur, le toujours très énergique Nicolas Sarkozy, et avouer qu'il aurait été difficile de trouver meilleur méchant à cette histoire. Lorsqu'Amé se retrouve avec le courrier sous les yeux, il est saisi d'une sensation vertigineuse. Bien sûr, être attaqué par l'État, ça fout les jetons. Mais en même temps, difficile de ne pas sourire de la situation. Un groupe de rap inconnu du grand public, poursuivi par l'un des hommes les plus puissants de la République pour 3 lignes dans un fanzine gratos. Le label EMI, qui en avait validé intégralement le contenu, se veut rassurant. Ce n'est qu'un coup de pression, le monde du rap en a vu d'autres. Il suffit de faire amende honorable, de reconnaître la maladresse du propos et de faire cesser la distribution du journal, et ça n'ira pas plus loin. Sauf que le propos n'a rien de maladroit et qu'Amé en assume la moindre virgule. Ce ne sont pas là des gesticulations de rappeurs mal embouchés qui demandent pardon en plaidant la fantaisie artistique. Cette plainte, c'est une chance inespérée de donner quelques leçons d'histoire à Monsieur Karcher et par la même occasion de lui mettre le nez dans sa merde. Hors de question de se laisser intimider, c'est sans la moindre hésitation qu'Amé se prépare à la baston. C'est toi qui as dit ça ? Descends un peu le dire. Descends un peu. Les perdants ont une voix, ils s'en servent. La rumeur en fera chier des pendules à ceux que ça énerve. Les perdants ont une voix, ils s'en servent. La rumeur en fera chier des pendules à ceux que ça énerve. Amé, de son vrai nom Mohamed Bourokba, est le fruit d'un mariage arrangé entre 2 Algériens que 25 années séparent. La plus jeune, sa mère, est une femme passée à côté de la vie, le patriarcat a tout choisi pour elle. Le père est venu la chercher au pays pour la ramener en France, à Perpignan, au début des années 70. L'Algérie, qu'il avait quittée en 1952, il en soutenait l'indépendance, mais sans faire trop de bruit. Épuisé par le labeur agricole, fragilisé par une blessure au genou qui le fera boiter toute son existence, l'homme opta pour une survie silencieuse sur la terre des colons dont il connaissait la violence. « Dis-toi bien que nous sommes comme des feuilles mortes sur le sol en automne. Un coup de vent, et nous n'existons plus, avait-il dit à son fils. Amé grandit dans la sécheresse affective. À l'école, il est l'arabe qu'on regarde du coin de l'œil,
le môme dont on n'attend rien, même s'il collectionne les bonnes notes. Son quotidien est constellé de petites humiliations. Une fois en classe de primaire, un professeur qui jusqu'ici l'ignorait royalement demande à Amé de venir au tableau et d'y noter à la craie la leçon du jour. L'élève est discipliné, alors il s'applique. Et le maître de lui dicter la manière dont l'armée française a noyé dans le sang la résistance menée par l'émir Abdelkader en 1847. C'est ainsi que l'Algérie est devenue française pendant plus d'un siècle. Quand Amé retourne à sa place, il a une boule dans la gorge. Il a honte. C'est ce sentiment détestable qu'il voudra conjurer avec ses frères spirituels de la rumeur. De la légèreté, de la douceur, il y en aura un peu dans l'enfance d'Amé. En particulier du côté de ses 3 demi-sœurs, nées d'un premier mariage du père. C'est d'elles qu'il tirera son goût pour les lettres, pour la musique et pour la révolte. Elles sont pour lui un exemple d'émancipation, 3 femmes modernes qui ont triomphé dans un monde d'hommes rétrogrades. Grâce à leur curiosité, leur courage, leur ténacité. Arrivé à la fac de Nanterre, Amé va se politiser et mener une forte activité associative. Lorsqu'il intègre la rumeur, c'est avec un lourd bagage militant. Sa colère est immense, mais froide, soigneusement compartimentée par une vaste culture historique et une impeccable méthodologie intellectuelle. Voilà, en 2002, à quel type le grand patron de la police va s'attaquer. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La stratégie que va adopter la rumeur pour ce futur procès ne sera donc pas la moins téméraire. On leur demande des comptes, ils ne vont pas se gêner pour en donner. Ils n'ont pas à rougir de leur position, ils souhaitent même qu'elle soit entendue du plus grand nombre. Déjà, ils évoqueront les 2 plaintes qui les visent à chaque concert. Le public doit savoir qu'il a affaire à un groupe qui dérange les plus hautes sphères. Ensuite, il va falloir se prêter à la sale besogne, se farcir les plateaux télé, avec la promo de l'album pour prétexte, et l'objectif de faire parler du procès bien en tête. Bien sûr, ils redoutent l'exercice, connaissant la condescendance traditionnelle du présentateur de talk-show pour le rappeur, et plus généralement pour tout ce qui a moins de 30 balais. Pourtant, ils vont s'en sortir avec les honneurs, et en passant par l'émission de Thierry Ardisson, Amé va même se payer le luxe d'allumer Malek Bouti en face, alors que celui-ci tentait d'échapper au débat en le caressant dans le sens du poil. Comme je suis vraiment un démocrate, je crois que c'est normal qu'il y ait des gens qui nous critiquent avec ce point de vue, parce qu'on doit être exposé à la critique. Et c'est normal et c'est sain. Et c'est sain qu'il y ait une radicalité qui s'exprime, même si on n'est pas d'accord. Je trouve normal parce que s'il n'y a pas une radicalité qui s'exprime, on l'oublie. On appréciera le paternalisme de Malek Bouti, mais ce qui n'est pas sain, c'est de hurler avec les loups, comme il l'a fait ces derniers mois. Aujourd'hui, en France, on devrait se tenir à une vision des choses qui consiste à représenter la jeunesse issue des quartiers populaires comme une horde de loups pour le reste de la société. Il suffirait de punir, d'incarcérer, de faire taire cette horde de barbares qui infeste la périphérie de nos villes pour qu'enfin, dans ce pays, l'air soit beaucoup plus respirable. Cette vision des choses, elle est très dangereuse. Et il a donné du blé à moudre à cette vision des choses. Reste encore à trouver un avocat. C'est Dominique Tricot, déjà en charge du dossier concernant le groupe Sniper, qui sera l'heureux élu. Dans un entretien avec Libération, il louera l'intelligence exceptionnelle des membres de la rumeur, mais ne pourra s'empêcher d'ajouter. Cela dit, ils sont aussi extraordinairement casse-couilles. Ils ont chipoté pendant des heures et des jours pour savoir si j'étais oui ou non un vendu. Une fois au tribunal, Amé sort l'artillerie lourde. Parmi ceux qui ont accepté de témoigner en sa faveur, on retrouve entre autres des familles de victimes de bavures, un policier critique de son institution, Jean-Luc Enaudi, spécialiste des événements du 17 octobre 1961, Jean-Pierre Garnier, sociologue issu du CNRS, et celui qui, probablement, marquera le plus fortement l'audience, Maurice Rachefut, historien et expert des violences policières. Calmement, l'homme remet les pendules à l'heure. Les propos de Amé se justifient à condition de remettre en perspective un demi-siècle de répression brutale. Depuis 1977, Rachefut dénombre 196 personnes, non blanches pour l'immense majorité, décédées à la suite d'une altercation brutale avec la police. Autant de morts sans meurtrier, si l'on en croit les enquêtes qui les ont suivies. Des bavures impunies, si fréquentes qu'elles n'en sont plus vraiment. Elles deviennent, de fait, les symptômes atroces d'un pays qui ne digère pas son passé colonial. L'historien va plus loin encore, lorsqu'il met en parallèle les méthodes de la police contemporaine et celles à l'œuvre sous l'occupation allemande. Le mot rafle est lâché, le juge s'en offusque et demande à ce qu'il ne soit plus employé.
En lui présentant la petite étoile jaune qu'il gardait toujours sur lui, Maurice Rachefut, rescapé du Veldiv contrairement à ses parents, répond très sobrement. « Peut-être, monsieur le président, suis-je plus qualifié que vous pour juger de la pertinence du mot rafle ?» Et ce ne fut pas l'unique moment où l'émotion réduisit le tribunal au silence. Quand on demanda à en savoir davantage sur l'identité de ces centaines de frères abattus évoqués par Amé, ce dernier se leva solennellement, regardant droit devant lui, et tira de sa mémoire une 50aine de noms, jusqu'à ce que le président, qui en avait assez entendu, ne lui somme d'arrêter. Le 17 décembre 2004, Amé est déclaré non coupable. L'appel tombe début 2005 et jusque-là ça n'a rien d'exceptionnel. Certes, la plainte est risible, mais on s'attend à ce qu'un ministre de l'Intérieur se montre rancunier, surtout quand il s'appelle Nicolas Sarkozy. Le 22 juin 2006, la deuxième relaxe est prononcée. Entre-temps, des émeutes ont éclaté dans de nombreuses banlieues françaises, déclenchées par la mort de Bouna Traoré et Zied Benna, respectivement 15 et 17 ans, fin octobre 2005. Les deux adolescents, qui avaient tenté d'échapper à un contrôle policier, ont fini électrocutés dans un transfo à Clichy-sous-Bois. La couverture médiatique des événements, charriant les habituelles récupérations politiques odieuses et autres débats aux thématiques malsaines, venait donner du corps à la musique et au discours de la rumeur. Leur troisième opus, Du cœur à l'outrage, fait quasiment office de document historique pour illustrer cette période. Il sort entre les deux tours de la présidentielle de 2007, 2 semaines avant que Sarkozy ne soit élu, et 3 mois avant que celui-ci ne fasse annuler la relaxe d'Amé en cour de cassation. Les rappeurs n'ont jamais autant tiré la tronche que sur les morceaux de cet album. La France Black Blamber n'a pas fait long feu, et la réalité, celle que la rumeur décrit avec des mots si crus, a repris les rênes. Si l'avenir a un visage, c'est celui de Sarkozy, l'ennemi déclaré et symbolique, avec lequel la rumeur n'a pas fini de se bagarrer. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. J'ai pas attendu que la République se taille les veines devant l'horreur de nos curriculums. Car entre barbares et racailles, notre terminologie du parfait sous-homme. Appauvri, ok, mais comme de l'uranium. Du cœur à l'outrage, c'est un disque à vous faire chialer de rage. Le message y reste sensiblement le même que celui martelé par le groupe jusqu'ici, mais cette fois le désespoir se concrétise avec des récits beaucoup plus intimistes. Grâce à des morceaux individuels rendant justice à leur forte personnalité, Ekoué, Amé et Philippe inscrivent leur petite histoire dans la grande. Tandis qu'Amé déambule le long des rues parisiennes au gré de son alcool triste dans Un chien dans la tête, Philippe se remémore les agressions racistes auxquelles il a échappé et promet une brûlante revanche sur la vie dans du sommeil, du soleil, de l'oseille. Quant à Ekoué, sa colère est immense et il s'en étouffe presque à l'évocation des colons qui ont piétiné et condamné son Togo originel sur le génial Là où poussent mes racines. Et ces confessions, pour le moins douloureuses, ne font qu'accroître la furie du disque dans ses moments les plus revendicatifs. Ainsi, lorsque déboulent les vraies machines de guerre que sont Je suis une bande ethnique à moi tout seul, Comme de l'uranium ou la définitive Qui ça étonne encore, c'est une intense pulsion de révolte qui vous prend aux tripes. Après 10 ans d'existence, le groupe a sorti son meilleur album et acquis son indépendance. En quittant EMI et en assurant seule sa production, la rumeur a atteint l'idéal artistique qu'elle s'était fixé. Mais difficile de se laisser aller à l'insouciance quand une procédure pénale ne vous a pas lâché les semelles depuis 5 années. Les avocats de cour de cassation s'arraquent sévère et les finances commencent à manquer. À ce stade, il n'y a rien d'autre à faire qu'à payer et attendre, la boule au ventre, que le verdict tombe. Les membres de la rumeur vont mettre ce temps de latence à profit en reprenant leurs études. Si vous vous demandiez pourquoi la bande est taxée de faire du rap d'intello, n'allez pas chercher plus loin. Philippe a un bac+5 management en production culturelle, Amé a un DEA en sociologie des médias, et Ekoué est ressorti diplômé de Sciences Po. En 2007, Amé obtient une bourse et part à New York pour aller étudier le cinéma à Tisch, l'école où sont aussi passés des gens comme Joel Cohen, Spike Lee ou Martin Scorsese. Ekoué, lui, se lance dans l'écriture d'une thèse sur l'abstentionnisme dans les quartiers qu'il présentera en 2010. Ces cursus ne servent pas qu'à impressionner les types comme moi qui ont largué les amarres après le bac. Certes, il y a d'abord une soif de connaissance, une volonté de s'armer intellectuellement contre une élite formée à décrédibiliser toute contestation. Mais il se trouve aussi que la rumeur n'a jamais compté sur le seul rap pour bouffer. Ils connaissent suffisamment d'étoiles filantes échouées dans le chômage après 5 minutes à briller sur Skyrock. C'est pourquoi le groupe tend à dépasser le simple cadre musical et à s'investir dans d'autres domaines, notamment ceux du cinéma et de la littérature. Ainsi, une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages sur le hip-hop sera fondée en 2014, et Ekoué et Amé se raconteront dans un bouquin, Il y a toujours un lendemain, sorti en 2017 et d'où je tire une grande partie des informations de ce podcast.
En 2011, ils produiront la série De l'encre pour Arte. En 2018, Cas contraire, le premier film de Sarah Marx. Et ils réaliseront le leur en 2016, le très chouette Les Derniers Parisiens. La Rumeur, c'est une vaste entreprise lucrative, et il n'y a pas lieu d'en rougir, mais toujours avec l'engagement pour ligne de conduite. Ils ont su assurer leurs arrières et construire leur empire de poche, et ça forcément c'est plus compliqué à corrompre qu'un doc gynéco en galère de fisc. Et dans un style réfléchi, c'est pas le genre de rap qu'ils veulent. Je 3 sons, une bonne nappe et prends mon rap dans la gueule. Et dans un style réfléchi, c'est pas le genre de rap qu'ils veulent. Je 3 sons, une bonne nappe et prends mon rap dans la gueule. Et dans un style réfléchi. En 2008, à la cour de Versailles, Hamé sort à nouveau victorieux du procès, après avoir vu sa double relaxe annulée. On se dit que la mascarade est enfin terminée, eh bien non, puisque l'État, que Nicolas Sarkozy préside désormais, fait un second appel à la Cour de cassation le 10 novembre 2009, et je vais vous le dire en toute sincérité, ce ping-pong procédurier devient franchement chiant à raconter. Pardon, hein, je sais que je suis le narrateur et je ne suis pas supposé vous faire part de mes états d'âme, mais quand on connaît la résolution de tout ce bordel, qui est que Hamé et ses comparses ont perdu 8 années et 30 000 euros de frais de justice pour s'entendre dire ce qu'ils savaient dès le départ, à savoir que leurs écrits étaient fondés, eh bien il y a de quoi grincer des dents quoi. L'histoire s'achève une fois pour toutes, fin juin 2010, avec le rejet définitif du pourvoi en cassation. Les écrits incriminés n'imputaient aucun fait précis de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire. La Cour d'appel en a déduit à bon droit que ces écrits, s'ils revêtaient un caractère injurieux, ne constituaient pas le délit de diffamation envers une administration publique. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet acharnement judiciaire a battu des records d'endurance. Aucun groupe de rap, que dis-je, aucun groupe de musique n'a connu un tel harcèlement pour des paroles. Et si l'affaire ne relève non pas de la liberté d'expression mais du droit de presse, son ampleur reste également inédite dans ce domaine. Ces plaintes multiples étaient moins destinées à aboutir qu'à affamer la rumeur et les réduire au silence. Et si on pourra saluer des efforts nourris, force est de constater qu'ils ont tous échoué puisque la rumeur continue de se faire entendre. Après un 4e album en 2012, Tout brûle déjà, qui comptait ses bons moments mais s'avérait plus faible que les précédents, le groupe a fait une longue pause discographique, accaparée par bien d'autres projets. Ils ont néanmoins continué à se produire sur scène et c'est comme ça que j'ai eu la chance de les voir éparpillés façon puzzle, le théâtre du Rond-Point en 2015. Enfin, en juin 2023, et alors que je n'attendais pas grand-chose après 10 ans d'abstinence discographique, ils ont livré avec Comment rester propre, une œuvre incroyablement âpre, dont les sonorités frôlent parfois l'industriel. Les rappeurs signent certains de leurs textes les plus poignants, notamment ceux d'Un gosse à la fenêtre, un premier titre qui vous bousille d'entrée de jeu. Lessivés par les combats, leurs voix sont devenues rocailleuses, et si elles ne cachent pas leur fatigue, à aucun moment elles ne tentent de diluer la hargne qui péniblement continue de les animer. Comme un vieil incendie, la rumeur continue de crépiter, observant patiemment des nouvelles générations prêtes à s'enflammer sur les braises. Je sais même plus ce qu'ils prennent, de qui ils tiennent, d'où ils viennent, qui sont-ils. J'ai plus les codes, je suis passé de mode, j'existe aux antipodes et ça me va. Mon cœur n'a pas une ride, il n'a que des cicatrices et ça se voit. Digérer les temps froids est un métier qu'aucune météo ne prévoit. Même si la pression gelée, t'as même pas idée. Ekwe, Hamé et Philippe s'approchent dangereusement de la cinquantaine, un âge où généralement le rappeur français moyen a depuis longtemps lâché la rampe. Pas eux. Aujourd'hui encore, la rumeur martèle le même message, ignorant les pressions et la tentation du confort. Leurs convictions sont inchangées et leur casier judiciaire demeure vide, contrairement à celui de Nicolas Sarkozy. Quelle indignité. C'est ni le pied ni la gloire quand tout crame. C'est même pas une réponse à la hauteur du drame. Mais c'est comme ça, c'est tout ce qui reste. Quand le quartier fait même peur à la peste. Ma vie, mon cœur ne flanche pas. Mon père, ma mère ne pleuraient pas. Si on se jette dehors avec le diable au corps, c'est qu'on refuse de vivre sans honorer nos morts. Car tout porte à croire que les Tchécars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore, qui veut nous foutre dehors. C'était Graines de violence, générique. Le meurtre d'un policier, il est puni très sévèrement, et à juste titre. C'est un être humain qui est mort. Et dans l'inverse, c'est pas le cas. Pourquoi ? Graines de violence.